Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Bienvenue dans les vraies voix de Sud Radio. Je n'ai pas le bonheur d'avoir Cécile, nous n'avons pas le bonheur d'avoir Cécile de Ménibus avec nous parce qu'elle a une extinction de voix. Ce qui est en radio n'est pas la chose la plus facile. Vous avez peut-être vécu ça lorsque vous étiez avocat général, monsieur le procureur. Ça m'est arrivé, mais Cécile, ça lui donnait beaucoup de charme. On aurait dit Bonnie Tyler. Ah, c'est pas une Total Eclipse of the Heart, mais Total Eclipse of the Voice. Là. Oh, votre accent. Oh là là, franchement. Emmanuel, vous qui parlez parfaitement l'anglais, franchement. Je suis époustouflé. You are fluently bilingual. Thank you very much indeed. Au menu des vraies voix, donc on embrasse Cécile bien évidemment qui a une extinction de voix et qu'on retrouvera en pleine forme lundi pour les vraies voix dans ce même studio. Allez, au sommaire de cette émission, le grand débat de 17h30, c'est un oui mais qui ressemble à un non. Le président russe dit accepter l'idée d'une trêve en Ukraine mais avec toute une série de conditions qui reviennent quasi à exiger une capitulation ukrainienne selon le défenseur de Kiev. Le président ukrainien d'ailleurs dénonce une manipulation pour faire durer la guerre. Alors parlons vrai, est-ce du bluff de la part de Poutine? Et à cette question, Ukraine, les conditions de Poutine pour une trêve sont-elles acceptables? Vous dites oui à 89%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Notre invité sera Jean Doglignacietti, ancien ambassadeur de France à Moscou, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des recherches internationales et stratégiques, et auteur de Géopolitique de la Russie, publié aux éditions Erol. À 18h40, le coup de projecteur des vraies voix. Le gouvernement a validé le nouveau Nutri-Score censé mieux prendre en compte la teneur en sel et en sucre des aliments transformés. La ministre de l'Agriculture l'avait pourtant accusé de pénaliser les produits du terroir comme les fromages et les charcuteries. Alors les industriels ont 2 ans pour mettre à jour leurs emballages. Certains ont tout simplement décidé de retirer le Nutri-Score. Alors parlons vrai, est-ce que vous faites attention au Nutri-Score quand vous faites vos courses? Et à cette question, que pensez-vous du durcissement du Nutri-Score? Vous dites à 62% que ça va trop loin et à 38% que c'est logique. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Notre invitée sera Béatrice de Rênal, nutritionniste et fondatrice de Nutri Marketing. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Les vraies voix Sud Radio. Philippe David, oui. J'ai un petit message de Cécile qui vous a laissé un message. It's a heartache, nothing but a heartache. Quelle chanson. Hit you with marrant, je connaissais pas. Late. Alors, On connaît pas ça. J'avoue, je connaissais pas. Mais ça, Je suis mélomane, hein, mais je. Ah oui, mais c'est drôle. Ça, je l'ai Toi pas, qui non. sais beaucoup Bonnie de choses. Tyler, c'est Bonnie ça? Tyler, oui. Moi, je la Bonnie connaissais Tyler. pas, mais elle a l'air très Une- Alors attention, elle a une image d'une vulgarité. Elle est coiffée, incroyable, C'est vrai, fausse c'est vrai. blonde, elle est Ça un peu m'a forte. jamais gêné, moi. Non. Non, ça m'a jamais gêné. Elle a un caractère d'enfer. On va Pourtant, éviter de Cécile parler est une vraie blonde. Hein. On embrasse encore à nouveau Cécile, et c'est vrai que la comparaison avec Bonnie Tyler, elle n'a pas la voix rauque, Cécile, normalement. Mais là, aujourd'hui, elle avait vraiment pas de voix. la pauvre. Vous me critiquez d'emblée comme ça? Nos autres invités, Mickaël Sadoun, chroniqueur et consultant. Bonsoir Mickaël, en forme? Ouais, en forme. Ça fait longtemps que j'étais pas venu, ça me fait plaisir de vous revoir. Et le bonheur est partagé. Et avec nous, Emmanuel Ebramovitch, porte-parole du BNVCA, le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir à vous et bonsoir à tous les auditeurs. Et notre vraie voix du jour, c'est Patrick de Livry-Gargan. Bonsoir Patrick. Bonjour Philippe et bonjour aux vraies voix. Alors, vous, Merci. c'est vendredi, c'est un peu plus léger, vous êtes un fan de foot et vous voulez donner un coup de cœur à un footballeur que, j'avoue, je suis comme vous, je l'adore. Voilà, alors c'est Lamine Yamal et c'est pour le match qu'il a fait, mais tout ce qu'il fait depuis maintenant plus de 2 ans. Il a à peine 17 ans et il a une capacité à créer des choses sur un terrain qui sont du domaine d'une chorégraphie. Mais surtout, ce que j'apprécie beaucoup chez lui, c'est que alors qu'il pourrait partir dans des dribbles, et il part dans des dribbles et il met à mal toute une défense, régulièrement, en fait, il va privilégier de pousser le ballon à un coéquipier pour qu'il mette le but. Donc finalement, c'est un soliste, mais qui joue pour l'équipe. Et ça fait du bien dans ce sport que j'adore et qui est peut-être le plus individualiste des sports collectifs, d'avoir des pépites qui sortent et qui remettent le collectif en avant, le plaisir de jouer, le plaisir de faire la passe. C'est juste très léger et très agréable, et ça a rebondi aussi quelque part sur même la victoire du PSG cette semaine, puisque là, c'est un club qui pendant très longtemps a été basé sur des individualités qui tiraient chacune la couverture à elle, arrive maintenant à faire des exploits, mais en jouant en une vraie équipe collective. Donc voilà, c'était mon coup de cœur
sur le collectif et la joie de faire des choses pour les autres. Restez avec nous, Patrick. Et Yamal, vous l'aimez ? Oui, je l'aime bien, mais si vous le permettez, comme Michael et Emmanuel n'ont pas été au courant d'un événement miraculeux, pour la première fois, Philippe David avait fait un pronostic valable en matière de foot. Oui, c'est vrai. Je refais amende honorable. Ah merde, je relève du miracle. Pour répondre à Patrick, vous aimez Yamal comme joueur ? Oui. Moi, je trouve qu'il est vraiment super doué Vous techniquement. trouvez, Ah oui, vous trouvez. techniquement, il est super doué, oui. Ah oui, oui. Ah oui, Mais quand même. je trouve que il est bien. Est-ce qu'il crée autant d'occasions il que... dribble délicieusement bien. C'est un artiste, mais il joue pas. Vous me passerez l'expression. C'est pas du TPMG, tout pour ma gueule. Il joue pour le collectif. Ah, très bien. Et ça, c'est bien. Vous êtes d'accord avec ça ? Et ce que dit Patrick sur le PSG, qui désormais, il n'y a plus de stars, ça joue en équipe. Vous êtes d'accord ? Là, c'est vrai. Ça, Totalement c'est vrai. Même moi qui suis pas un connaisseur, j'ai compris ça. Ah oui, ça on l'a vu à Liverpool au match aller, au match retour. Hein. Vous, Mickaël Sadoun, vous êtes toujours moi, mon inculture en matière de foot est vraiment encyclopédique. Mais je vais quand même essayer d'avoir une opinion là-dessus. J'ai vu le match là de cette semaine parce de qu'évidemment, dans ma famille et mon entourage, ils sont tous fans du PSG, donc je suis obligé quand même de voir ces matchs-là. C'était un très beau match et en effet, je constate qu'il y a moins de grandes stars comme avant, dont on parle toute la journée. Messi, Mbappé, oui. Mais j'ai l'impression que ce nouvel entraîneur, Luis Enrique, là, a une capacité quand même à mobiliser ses troupes, à faire travailler les équipes ensemble, et je crois que pour l'instant, ça fait ses preuves. Qu'est-ce que ce serait si vous y connaissiez ? Tu te rends compte Patrick, est-ce que vous vous rendez compte que vous avez transformé Mickaël Sadoun et Emmanuel Abramovich en footeux comme ça d'un seul coup, d'un seul ? Bravo. Quand on parle d'artistes, souvent ça permet de fédérer les choses. C'est un peu comme des grands acteurs ou des grands musiciens. Ils arrivent à parler à tout le monde, même ceux qui à la base n'étaient pas concernés. Alors je vous préviens, il va être dangereux. Hein, et je vais tirer un coup franc à la fin de l'émission. Normalement. À mon avis, au qui c'est qui l'a dit, il va falloir s'en méfier. Heureusement que vous avez ajouté un adjectif. Allez, on se retrouve tout de suite pour le réquisitoire du procureur. Mais sur quoi allez-vous requérir, monsieur le procureur ? Alors, sur peut-être quelque chose qui risquera de me faire apparaître pour un aigri ou un jaloux, mais sur Charles Consigny. Voilà, pardon, je croyais que c'était maintenant. Non, mais non. C'était juste le teasing. Ouais. Là, vous avez fait durer, c'est bien. Allez, on se retrouve tout de suite avec les vraies voix. C'est Jacques P6. Sud Radio. 1 million d'abonnés sur notre chaîne YouTube. C'est incroyable, mais c'est vrai car nous parlons vrai. Continuez ainsi, vous êtes la clé de notre succès. Merci. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Mickaël Sadoun, Emmanuel Abramovich. Dans quelques instants, le réquisitoire du procureur. Mais tout d'abord, bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. Quels sont les 3 mots dans l'actu ? Eh bien, discussion, flèche et clash, figurez-vous. On va parler de cette discussion cet après-midi entre Donald Trump et Vladimir Poutine, de la flèche de la basilique Saint-Denis dont la reconstruction commence aujourd'hui, et puis de ce clash Sandrine Rousseau, Dominique Besnéard hier à l'Assemblée nationale. Allez, tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et vous voulez parler de Charles Consigny, oui. Alors qu'on va qualifier de chroniqueur, avocat, etc. Voilà. Parce que bien connu. Parce que j'ai lu un portrait très élogieux de lui dans le magazine du Monde, et je me suis dit, mais au fond, pourquoi est-ce que je n'en raffole pas de cet avocat qu'on vante un peu trop de mon point de vue. Et puis je me suis rendu compte, au fond, que c'est peut-être qu'en matière de barreau, de défense, éventuellement même de magistrature, et en tout cas de politique, je considère qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup d'êtres qui étaient mieux avant. Et alors, pour dissimuler que ça peut apparaître comme une aigreur un peu nostalgique, je me demande si je n'ai pas ce sentiment, parce qu'évidemment, les êtres que j'admirais il y a des années me renvoyaient à ma propre jeunesse ou à une forme de maturité qui n'a rien à voir avec mon âge crépusculaire d'aujourd'hui. Donc, je continue, ça mériterait un débat, mon cher Philippe. Je pense que c'était mieux avant, que certaines personnalités qu'on vante trop aujourd'hui ne feraient pas le poids face à des avocats extraordinaires que j'ai connus, et même sur le plan politique, on est assez souvent d'accord là-dessus.
Emmanuel Abramovich et Michael Sadoun? Je ne veux pas paraître pour un vieux conservateur, mais moi aussi, mon cher Philippe, je pense que c'était mieux avant. Pourquoi? Parce qu'il y avait une rigueur basée sur le respect en tout. Que ce soit dans les propos que l'on pouvait tenir, dans les actions que l'on pouvait mener. Les débats, les échanges entre nos représentants politiques étaient d'un tout autre niveau. Je me souviens d'une vidéo où Georges Pompidou est en campagne à Grenoble. Il sait qu'est au même moment Mendes France à Grenoble. Il invite à son meeting Mendes France et c'est Pompidou qui va calmer son public pour laisser Mendes France s'exprimer. Il y avait des débats d'idées profondes. C'était une époque au cours de laquelle était encore l'intelligence, la présence des rescapés de la guerre, qui imposait un respect face à l'histoire et à la morale. Et ça, aujourd'hui, ça nous manque tellement. Absolument. Michael Sadoun. Moi, je rebondis simplement sur Charles Consigny. Moi, j'aime pas trop les opinions politiques de Charles Consigny. D'abord, je trouve qu'elles sont fluctuantes. Je rappelle que c'était quelqu'un qui pressait plutôt des éloges à Éric Zemmour à l'époque où il était sur le plateau d'On n'est pas couché, qui avouait même avoir des lectures, mais purement littéraires, il faut le reconnaître, de Renaud Camus, et qui est devenu un centriste libéral et qui disait pique-pendre sur Zemmour pendant la campagne notamment de 2022, et en des termes pas toujours très respectueux. Et l'autre chose, c'est que c'est aussi un libéral totalement assumé. Je pense que c'est quelqu'un qui a grandi dans de bonnes conditions. Je vais pas lui en faire reproche parce que moi aussi, j'en fais pas une honte et j'en fais pas une fierté non plus. Mais il me semble que de temps en temps, le discours libéral trop débridé dans le genre salaud de pauvre, si vous voulez gagner plus, il faut commencer à travailler. Ça vaut pas toujours pour tout le monde et il y a des gens qui essayent difficilement de se débrouiller et qui travaillent très dur et qui gagnent peu. Donc politiquement, c'est pas ma tasse de thé. J'ai beaucoup de respect pour l'homme et je considère qu'il a beaucoup de talent après. C'est un homme qui a du talent et qui écrit depuis longtemps, qui intervient dans les médias depuis longtemps et qui a une qualité intellectuelle que je trouve indéniable. Mot de la fin, Ce qui est formidable, c'est qu'on a des contradicteurs comme Emmanuel et Michael. On se dit que, mon Dieu, c'était pas utile de faire le propos initial parce qu'il remplace très bien le point de vue du procureur. Et comme je dis toujours la vérité, vous le constaterez même au pire tout à l'heure. On n'oserait pas. En fait, là, il vous a balancé une vacherie. Il veut dire que pour faire l'équivalent d'un Bilger, il faut un Sadoun et un Abramovich. Donc en fait, vous êtes 0,5 Bilger chacun. Exactement. Seulement si ça pouvait être. Et même pas absous de nos péchés. Comme dirait et si on était 0,5, ce serait déjà quelque chose, mais on essaye d'y arriver, quoi. Comme dirait Françoise Degois avec Philippe Bilger, c'est toujours in coda venenum. Allez, c'est parti. Alors là, mais c'est une grande admiration sur ce plateau. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix, 3 mots dans l'actu qui sont discussion, flèche et clash. Donald Trump affirme avoir eu une discussion très productive avec Vladimir Poutine. Il rapporte lui avoir demandé, je cite, d'épargner la vie de milliers de soldats ukrainiens. La reconstruction de la flèche commence. On parle cette fois de la basilique Saint-Denis, celle où reposent la plupart des rois de France. Elle avait été amputée suite à une tornade il y a 180 ans. Et puis ce clash à l'Assemblée hier à propos des violences sexuelles dans le cinéma. Le producteur Dominique Besnéard a mis en cause le comportement de certaines actrices avant de reprocher à Sandrine Rousseau de lui faire la morale. Les vraies voix Sud Radio. Donald Trump et Vladimir Poutine se sont parlé directement aujourd'hui et non plus par émissaire interposé. Discussion très productive, affirme le président des États-Unis sur son réseau social Truth. Hier, il semblait s'inquiéter de voir le Kremlin décliner la proposition d'accord de trêve en Ukraine. Now we're going to see whether or not Russia's there, and if they're not, it'll be a very disappointing moment for the world. Nous allons voir si la Russie répond présent ou non. Sinon, ce sera un moment très décevant pour le monde. Nous aimerions obtenir un cessez-le-feu de la part de la Russie, déclarait Donald Trump hier, avant que le Kremlin pose donc une liste d'exigences longues comme le bras pour dire oui, mais pas vraiment à cette histoire de trêve de 30 jours. Actuellement, des milliers de soldats ukrainiens sont complètement encerclés par l'armée russe. Ils sont dans une position vulnérable et très mauvaise. J'ai demandé avec insistance à Vladimir Poutine d'épargner leur vie, écrit encore donc Donald Trump aujourd'hui. Ce sera dans quelques instants à 17h30 notre grand débat du jour. Vous voulez d'ores et déjà réagir? Zach attend vos appels au 0826 300 300. Second mot, flèche, la basilique des rois de France devrait retrouver son visage d'origine en 2030. Bonsoir, Saint-Denis. Depuis près de 180 ans, la basilique où reposent la plupart des rois de France était amputée de sa flèche de 90 mètres du 12
XIIe siècle. Elle avait été démontée suite à une tornade qui l'avait fragilisée en 1846. La ministre de la Culture a posé aujourd'hui la première des 15 000 pierres nécessaires à cette reconstruction. Alors il fallait bien, oui, l'esprit des rois de France pour voir Rachida Dati poser tout sourire aux côtés du maire socialiste de Saint-Denis, Mathieu Hanotin. On les écoute tous les deux. Ce qui sera crucial, c'est la dimension fédératrice de ce chantier visitable, à la fois pour le grand public, local mais aussi international, mais aussi parce que on va se servir de ce chantier pour former des jeunes du territoire, pour former des compagnons au métier de la rénovation historique. Ce projet de reconstruction de cette flèche, ça fait partie de notre histoire commune. C'est aussi un symbole de cohésion, de communion. Il n'y a pas plus bel endroit et plus bel écrin que cette basilique pour ce symbole-là. Première des 15 000 pierres posées donc aujourd'hui pour cette flèche de la basilique Saint-Denis. Elle devrait être achevée en 2030, c'est-à-dire en 5 ans comme Notre-Dame, mais avec 180 ans de délai supplémentaire, le temps quand même de lancer les travaux. Quand on vous dit qu'en France, les délais sont un peu longs... Oui. Comment expliquer qu'en 180 ans, on ne l'ait pas restauré ? Enfin, excusez-moi, à part Notre-Dame, pour moi, les deux plus grandes cathédrales les plus importantes en France, c'est Reims, où étaient sacrés les rois, et Saint-Denis, où ils sont enterrés. Comment expliquer ça ? Je n'en sais rien. En tout cas, au risque d'assombrir l'atmosphère, certes, c'est un mouvement fédérateur, mais quand je connais, on m'en parle beaucoup autour de la basilique de Saint-Denis, le nombre d'agressions, là, c'est pas fédérateur du tout. Je trouve que c'est un symbole républicain très fort que d'avoir une ministre originaire du Maghreb qui s'occupe de la réfection de la flèche d'une des plus anciennes basiliques qui soit, et ça nous rappelle que la majorité des musulmans ne se laissent pas entraîner par les leaders politiques que nous avons énormément décriés cette semaine, et ça apporte, je trouve, une bouffée d'oxygène et d'espoir incroyable. Mickaël Sadoun. Je note qu'entre la réouverture de Notre-Dame et cette reconstruction de la flèche de la basilique Saint-Denis, avec la présence de Rachida Dati et d'un maire socialiste, il n'y a que le religieux en fait qui arrive à dépasser les clivages politiques. Et le sportif. Et ça pose le sportif aussi, c'est vrai. Vous avez raison. Les JO aussi ont réussi à faire ça. Mais ça me pose quand même une question, moi qui à la base suis plutôt un laïcard, ça me pose une question sur la pertinence de remettre des références religieuses dans l'espace public. C'est l'info du jour. Mickaël Sadoun, c'est le père Combe des vraies voix. Voilà. Troisième mot, clash. Exactement. Le ton est monté à l'Assemblée hier entre Sandrine Rousseau et Dominique Besnéard. Le producteur de cinéma auditionné par la commission d'enquête parlementaire sur les violences sexuelles dans le cinéma, c'est là qu'il s'est mis à expliquer pourquoi il a défendu Gérard Depardieu suite aux accusations de viol qui le visent, et Dominique Besnéard de mettre en cause non seulement l'accusatrice de Depardieu, Charlotte Arnoux, mais aussi beaucoup d'actrices de façon plus générale. On l'écoute. Généralement, les cours de théâtre, on les fait dans des cours de théâtre. On va pas à domicile chez un acteur. En plus, comme on connaît Gérard Depardieu, il y a des bruits. Quand j'étais agent, moi j'ai quand même vu des actrices un peu dépasser les bornes. On va pas dans un hôtel avec un metteur en scène. Excusez-moi, Weinstein qui allait à Cannes, et toutes les actrices quand même, certaines actrices allaient dans sa chambre pour peut-être faire une carrière américaine. Je l'ai vu ça. J'ai même des actrices dont je me suis occupé qui sont allées. Après ces propos, le ton est monté avec la présidente de la commission, l'écologiste Sandrine Rousseau. Quand vous avez des propos dénigrants sur les personnes qui parlent, eh bien derrière vous envoyez un message à l'ensemble. Mais c'est quoi les propos dénigrants ? Dites-moi. Il y a un moment donné, ça va. Non mais là vous venez parler. Si c'est mon par procès, exemple... je me taille tout de suite. Mais déjà vous êtes dans une commission d'enquête. Non, mais une commission d'enquête, on a l'impression que vous voulez me faire dire quoi ? Non, mais Gérard Depardieu, je ne dois pas dire que je l'ai apprécié à une époque. Non. William VI, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Mais la question, en plus, vous avez le droit encore de l'apprécier. Et j'ai le droit d'avoir mon opinion. Absolument. Vous n'êtes pas là pour me faire la morale. Je suis désolé, madame. Absolument. Et vous arrêtez de faire la morale à tout le monde. Grosse ambiance, je ne sais pas s'il faut remettre une flèche de cathédrale là-dedans, comme vous en parliez, Dominique Besnéard et Sandrine Rousseau hier à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Félix, on n'a pas le temps de réagir. C'est dommage parce que franchement, vous voulez réagir très rapidement. Très rapidement parce qu'il y a 5 secondes. Très courageux, il a un point commun capital avec moi, le cheveu sur la langue. Mickaël Sadoun. J'avais pas entendu cet extrait-là. Je trouve excellent. Je trouve qu'il faut adopter le même ton accusateur avec cette accusatrice. Il faut se défouler maintenant. C'est pas possible. On peut pas vivre dans la terreur de Sandrine Rousseau. Je veux bien qu'on reconnaisse des bienfaits au mouvement MeToo, mais il faut arrêter. Ce que dit Besnéard a de la pertinence.
Je trouve merveilleuse cette passe d'armes. Besnéard sort de là en héros. Et si une certaine présidente de l'Assemblée nationale avait eu autant de courage pour faire interdire une réunion cette semaine qui a permis à un député fiché S de recevoir les filiales des frères musulmans, ça aurait été merveilleux. Merci Félix Mathieu, merci à tous les trois. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Poutine évoque une trêve en Ukraine, mais sous certaines conditions. Alors parlons vrai, est-ce du bluff de la part de Poutine ? À la question Ukraine, les conditions de Poutine pour une trêve sont-elles acceptables ? Vous dites oui à 88%. Avec nous, Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS et auteur de Géopolitique de la Russie, publié aux éditions Erol. Jean de Glignasti, bonsoir. Bonsoir. Question cash, réponse cash. Est-ce une partie d'échec, ce à quoi joue Poutine ? Non, ça s'appelle une navette diplomatique. Il participe à une navette diplomatique menée par Trump. Eh bien écoutez, avec cette réponse, vous m'avez mis échec et mat. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. C'est Daniel Herrero. Sud Radio. Vous êtes désormais 1 million à nous suivre sur YouTube. Merci de votre fidélité et à très vite sur Sud Radio, la fameuse radio du rugby. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Mickaël Sadoun et Emmanuel Abramovitch. C'est l'heure du grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Nous sommes en guerre. Mes chers compatriotes, à cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse. C'était pas ma guerre. J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner. Avec sang-froid, détermination et unité. J'ai glissé, chef. Nous appuierons l'Ukraine sans hésiter et nous prendrons toutes nos responsabilités. Fais pas chier, je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Nous sommes en guerre. C'est un bravo à Maxime, toujours excellent ces jingles. C'est un oui mais qui ressemble à un non. Le président russe dit accepter l'idée d'une trêve en Ukraine, mais avec toute une série de conditions qui reviennent à exiger une capitulation ukrainienne selon les défenseurs de Kiev. Alors parlons vrai, est-on dans un marché de dupes dans ces négociations? Et la question Ukraine, les conditions de Poutine pour une trêve sont-elles acceptables? Vous dites oui à 88%. Vous voulez réagir? Zach attend vos appels au 0826 300 300. Notre invité Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des recherches internationales et stratégiques, et auteur de Géopolitique de la Russie, publié aux éditions Erol. Rebonsoir. Tour de table des vraies voix. Philippe Bilger. Au sujet de ces questions à la fois délicates et brûlantes, je continue probablement parce que j'ai trop d'ignorance et peut-être aussi parce que je suis incapable d'avoir les subtilités diplomatiques qui conviendraient de juger le climat actuel un petit peu nauséeux. Je veux dire par là que d'abord j'ai envie de défendre la position d'Emmanuel Macron au regard de l'Ukraine et de ce qu'il fait au nom de l'Europe. Deuxième élément, j'éprouve un infini malaise à voir d'une certaine manière Vladimir Poutine devenir le centre de l'attention générale, créer une inquiétude tactique et cynique, et franchement j'ai très peur devant les nuances qu'il invoque, qui, comme vous l'avez très bien dit, Philippe, dans votre interrogation, revient à capituler totalement en sa faveur. Donc j'ai bien conscience que monsieur l'ambassadeur va me faire des remontrances parce que c'est un point de vue très basique de citoyen ordinaire, mais je continue à ne pas trouver bien cette disparité des attitudes et des regards. Mickaël Sadoun. Bah oui, beaucoup de gens pensaient que Donald Trump allait devenir l'homme fort de la géopolitique mondiale. Or, depuis la séquence dans le bureau ovale avec Zelensky et le vice-président Vance. Et le vice-président Vance, c'est Poutine qui est devenu l'homme fort de la géopolitique mondiale et les cartes sont dans ses mains. Il n'est pas dépendant de l'aide des États-Unis et il sait en même temps que Trump a tordu le bras de Zelensky. Donc, il impose des conditions qui lui sont le plus favorables possible. Quelque part, il joue son jeu. Hein. On peut pas lui en vouloir. Hein. Parce que Donald Trump lui a pas opposé une très grande volonté. Ça a été un petit peu la stratégie d'Emmanuel Macron, mais très franchement, il n'a pas la puissance de peser dans ce conflit, donc il peut montrer les gros bras, de toute façon, il en a pas.
Donc je trouve que c'est un peu dommageable parce que je tiens quand même à la souveraineté des États, à l'intégrité des frontières, et il me semble que c'est des principes qui sont de plus en plus remis en cause. En cause. Emmanuel Abramovitch. Oui, Poutine évolue, et bien évidemment dans le cadre d'une stratégie qui a en fait commencé le jour de l'envahissement de l'Ukraine. Il savait déjà quels étaient ses objectifs et il savait déjà comment il allait amadouer l'Europe, les États-Unis et l'OTAN. Et pour ça, il a donné des os à ronger. Il a fait croire qu'il avait perdu du terrain à tel ou tel endroit. Il a fait mine de menacer des installations nucléaires pour finalement reculer. Et finalement, pendant ce temps, il a consolidé les positions qu'il gardera. Et n'oublions pas, s'il vous plaît, que la guerre en Ukraine commence dans les années 90, lors d'un échange à Reykjavik, où se sont signés des accords entre Gorbatchev et Reagan, qui promettaient à la Russie que les anciens pays du pacte de Varsovie ne deviendraient pas des bases de l'OTAN. C'est pas en 90 avec Reagan, parce que Reagan a quitté le pouvoir en janvier 89 de mémoire. Alors je me trompe de quelques mois. C'était George Bush, alors c'était avant. Non, c'était Reagan, c'est certain. Reagan, alors c'était avant. C'était les accords de Reykjavik, mais je crois que c'est 87, il me semble, les accords de Reykjavik. Mais le mur de Berlin n'était pas encore tombé sous Reagan. Il est tombé sous Bush. Oui. Ah, il y a une rencontre entre Reagan et Gorbatchev, Ah oui, il y en a eu plusieurs, même. Il est tombé pile à la fin de Reagan, en fait, parce que... Oui. Il est tombé 8 mois après. Ah oui, 8 mois après. Oui, on va demander à Jean de Glignasti, notre expert du jour, ancien ambassadeur de France en Russie, pour faire la synthèse entre nos vraies voix. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il a poussé ses pions, pour reprendre une métaphore d'échec depuis maintenant 3 ans? Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ont dit les vraies voix, Jean de Glignasti? Moi, je pense que Poutine a perdu dans les premiers jours de février-mars 2022, au moment de l'invasion. Il comptait prendre l'Ukraine, et là, il n'a pas pu le faire. Donc, tout ce qu'il a après, c'est une sorte de compensation. C'est le 10e de ce qu'il aurait voulu. Il voulait prendre l'Ukraine. Pourquoi voulait-il prendre l'Ukraine? Comme l'un de vos participants l'a dit à juste titre, c'est qu'il ne voulait pas de l'Ukraine dans l'OTAN. Ça fait 20 ans que les Russes le disent, pas d'OTAN dans l'Ukraine, pas d'Ukraine dans l'OTAN. Donc, à partir du moment où Zelensky avait signé en juin 2020 un accord de partenariat privilégié avec l'OTAN, qui était d'ailleurs une première étape vers l'adhésion, on aurait pu, mais je ne suis pas parmi ceux-là, on aurait pu prévoir en quelque sorte que ça se terminerait par une guerre. Donc maintenant, quoi qu'il advienne, on est en train de négocier des lots de consolation pour Poutine, parce que contrairement à ce qu'on pense, il a perdu l'Ukraine. Il en aura peut-être un bout, mais c'est pas ce qu'il y a d'important. Donc pour lui, ce qu'il y a d'important, ce qui fait qu'il n'aura pas tout perdu, c'est que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il a ancré institutionnellement, constitutionnellement les territoires qu'il a conquis dans le territoire russe. Donc ça, il va vouloir les garder. Et puis après, il y a tout le reste. Il y a l'allègement des sanctions, il y a tout ça. Et en plus, il ne faut pas oublier une chose, c'est que à tout moment, il essaiera, en changeant le pouvoir à Kiev, notamment en essayant de déplacer Zelensky, de faire élire quelqu'un de plus ouvert aux intérêts russes, etc., il essaiera de regagner ce qu'il a perdu, c'est-à-dire d'éviter la constitution d'une Ukraine indépendante, proche de l'Occident, proche des États-Unis et de l'Europe, même si elle n'est pas dans l'OTAN. Et ça, chaque fois qu'il pourra, il essaiera de le faire. En clair, je vous pose une question avant d'aller au 0826 300 300. Il voudrait faire de l'Ukraine ce qu'est la Biélorussie, en quelque sorte? Alors, je ne dirais pas forcément. Ce qu'était peut-être la Biélorussie avant les émeutes de 2020, parce que maintenant la Biélorussie n'a plus le choix et Loukachenko s'est entièrement mis sous le parapluie russe. C'était pas tout à fait le cas avant, hein. L'Union européenne avait d'ailleurs levé ses sanctions avant les émeutes et les élections falsifiées de 2020. Mais disons, je dirais,
plutôt comme la Finlande. D'accord. Quand on regarde la Finlande, le traité de 1947 entre la Finlande et la Russie, c'était un traité où, en gros, la Finlande s'engageait à ne pas rentrer dans une alliance contre la Russie, à ne pas avoir une politique anti-russe, mais elle était libre de son système économique, c'est-à-dire le capitalisme, et libre dans certaines limites justement liées à la politique russe, libre de ses élections. Ben, c'était un peu ça ce qu'ils avaient en tête, les Russes, avant le 2014, avant Maïdan en fait. On part au 0826 300 300 vers notre auditeur du jour. Bonsoir Patrick. Bonsoir, oui. Je crois que vous connaissez bien l'Ukraine pour avoir de la famille là-bas. Oui, mon épouse est ukrainienne et mes filles parlent français et ukrainien. D'accord. Et votre avis sur ce qui se passe en ce moment avec les négociations, pas négociations? Est-ce que les demandes de Poutine sont insupportables? Est-ce que vous pensez que le Donbass et la Crimée vont rester définitivement russes ou être... Donnez-nous votre point de vue, comme vous devez bien connaître le pays. Je commence déjà humblement en disant que la veille de l'attaque massive du mois de février 2022, je pariais que Poutine jamais n'attaquerait. On m'avait demandé, et quand on me le demandait, je le disais. Donc, pour vous dire que même quand on s'intéresse de près à un sujet, on peut se tromper lourdement comme je l'ai fait à l'époque. Donc, il est très compliqué aujourd'hui de voir... Il est très compliqué de voir aujourd'hui ce qui va se passer. Moi, ce que je vois juste en ce moment, comme c'est une analyse que j'ai, c'est que j'ai l'impression que Trump est parti bien en tête en pensant que faire un peu all-in sur la tête de Zelensky permettrait d'adouer Poutine et de rapidement obtenir son objectif personnel qu'il a, c'est de pouvoir dire qu'il a réussi à arrêter les combats. Mais déjà, arrêter les combats, ça ne veut pas dire qu'on se rapproche de la paix. Et puis surtout, il a en face de lui quelqu'un de bien plus retors que lui, qui a une vision bien plus longue sur le sujet et un attachement au sujet plus profond que lui. Je dirais, pour Trump, la vision de l'Ukraine, c'est à 8000 km de chez lui, donc il s'en fiche carrément. Là où, pour Poutine, c'est une ambition impérialiste. Enfin, vraiment, lui, son rêve, c'est d'avoir de nouveau ses petits frères, ses petits cousins, ses petits Russes à ses pieds. Et donc, c'est-à-dire refaire l'Union soviétique peu ou prou, c'est ça? Oui, ou la grande Russie tsariste, se dire, et d'ailleurs, je dirais à son âge, avec l'argent qu'il a amassé, tout ce qu'il a pu obtenir comme gloire personnelle et ambition, je dirais maintenant, à son âge, on vit l'éternité, donc d'être dans les livres d'histoire, celui qui aura réussi à faire en sorte de remonter une grande partie de l'Empire russe. Donc je pense qu'il est à fond là-dedans. Je pense que quand il dit oui mais, déjà quand il dit oui, on ne doit pas forcément le suivre. On l'a vu en 2008 avec la Géorgie, quand il a signé un accord de cessez-le-feu en disant mais je m'engage, on arrête le feu, mais bien sûr je ne regretterai jamais les deux parties de la Géorgie qui sont aujourd'hui sous occupation, et dans la foulée il a même renié ce qu'il avait signé quelques semaines après. Donc là il n'a rien dit, il a juste dit je suis pour la paix, comme moi aussi je suis Miss Monde, je suis pour la paix, et après il dit mais, et avec son mais tout est possible, et je pense que rien n'est engagé et qu'il négocie encore de manière assez fine face à quelqu'un qui, à mon avis, n'a pas bien compris la personne qui a fait en face de lui. Ah Patrick, on va écouter Jean de Glignasty, ancien ambassadeur de France à Moscou. Qu'est-ce que vous pensez de l'approche de Patrick, dont la femme est ukrainienne et qui connaît donc bien la région? Je pense que tout ce qu'il a dit est exact. J'aurais dit impérialiste et j'aurais rajouté émotionnel. La relation de la Russie à l'Ukraine est aussi émotionnelle. Il ne faut pas oublier que tous les secrétaires généraux du Parti communiste jusqu'en 91, sauf Andropov, étaient tous liés à l'Ukraine de très près, soit nés en Ukraine, soit ayant une mère ukrainienne, etc. Donc l'Ukraine a été, j'allais dire, à la fois la vitrine de la politique des nations de l'Union soviétique jusqu'en 1924 par exemple, le pouvoir bolchevique a procédé à une ukrainisation forcée des écoles, des journaux, etc. Les 3/4 des journaux étaient en ukrainien, l'enseignement du russe était subsidiaire, etc. Et puis ensuite, évidemment, Staline craignant le nationalisme ukrainien, a inversé la tendance. Mais au départ, Lénine voulait faire de l'Ukraine le joyau, la vitrine de la politique nationale des bolcheviks pour montrer à quel point c'était la liberté, l'émancipation, l'épanouissement des peuples. Et ensuite, les Ukrainiens
après l'Holodomor, après les massacres, après l'élimination des communistes, même des communistes nationaux ukrainiens. Alors, je rappelle pour les auditeurs qui ne savent peut-être pas, le Holodomor, c'est le génocide par la faim, je crois, de 1933-1935, il me semble. Où 6 à 7 millions d'Ukrainiens seraient morts de faim. Je vous laisse continuer, Jean Glignasti. Oui, et donc... après tout ça, dans l'esprit des communistes, des soviétiques, il ne restait plus que des bons prolétaires ukrainiens, et à ce moment-là, on s'était forcé de les promouvoir. Donc on a industrialisé le Donbass, Stakhanov était un Ukrainien. Ensuite, on les a fait monter dans les comités politiques, etc. Au moins, je veux dire au moins un tiers du bureau politique du Parti communiste de l'Union soviétique, c'était des Ukrainiens. Il y avait le clan des Ukrainiens, etc. Donc ils ont été associés de très très près au pouvoir soviétique, à la vie soviétique, etc. Donc le divorce, au moment de 91, au moment où il y a eu les prémices de l'implosion, c'était avant, mais où le nationalisme ukrainien est apparu et où l'Ukraine a déclaré sa souveraineté d'abord, son indépendance ensuite. Pour les Russes, il était impensable que l'Ukraine tombe dans l'OTAN. Alors, ils ont pris quelques garanties, mais orales, il n'y a pas de texte, etc. Et à partir du moment où l'Ukraine est rentrée dans une courbe, si je puis dire, qui la rapprochait de l'Occident et de l'OTAN, à ce moment-là, le pire était à prévoir. Jean Glignasti, un mot très rapidement, Emmanuel Abramovitch et Philippe Bilger. Pardonnez-moi, Votre Excellence, de ne pas partager votre point de vue en termes de stratégie poutinienne que je n'explique pas comme vous. En effet, Poutine est un joueur d'échecs et il a fait peur au monde entier en faisant croire qu'il allait envahir, qu'il pouvait envahir toute l'Ukraine. Il nous a fait croire qu'il allait bombarder la centrale nucléaire. Et en fait, nous allons, et il aura gagné la guerre en cela, et nous allons nous contenter qu'il garde le Donbass. Il nous a fait peur pour pouvoir garder le Donbass et nous soulager. Philippe Bilger, un mot et le mot de la fin à l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, malgré votre analyse évidemment pertinente, comment fait-il que le commun des citoyens qui n'a pas un savoir géopolitique performant a le sentiment que c'est la Russie qui gagne tout le temps? Pour répondre à Emmanuel Abramovitch et à Philippe Bilger, rapidement, parce qu'il nous reste 4 secondes, ça va être un peu plus long sans doute. Bon. Parce qu'en fait, les gens ne connaissent pas le détail de l'histoire de l'Ukraine, qui est entremêlée étroitement à l'histoire de Russie. C'est à la fois une guerre d'invasion, c'est une guerre de décolonisation, il y a des aspects aussi de guerre civile. Il y a des aspects de guerre civile, effectivement, c'est quand même assez terrible. Merci beaucoup Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS et auteur de Géopolitique de la Russie, publié aux éditions Erol. Toujours un plaisir de vous avoir, monsieur l'ambassadeur. Dans quelques instants, il n'y a aucune diplomatie dans ce jeu, Patrick, vous le connaissez, ça s'appelle le qui c'est qui l'a dit. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vos émissions sont toujours très riches. Quand je peux pas écouter le direct, je me fais le podcast le soir. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Mickaël Sadoun, Emmanuel Abramovitch. Notre vraie voix du jour, Patrick de Livry-Gargan. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Alors, vous connaissez le principe, c'est à vous de lancer le qui c'est qui l'a dit. Et dans ce domaine, vous avez carte blanche. Qui c'est qui l'a dit, mais donc qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors, vous connaissez le principe. Patrick répond en premier et ensuite c'est la foire d'empoigne. Qui c'est qui l'a dit, Patrick? Je pense que Rachida Dati est l'importation du trumpisme dans la vie politique. Je passe, j'ai pas suivi. C'est pas Spinner? Non. Non. Hidalgo? Bonne réponse de Mickaël Sadoun, c'est Anne Hidalgo. Compliqué. On aurait pu déduire. J'aurais pu déduire. Mais oui, j'ai que les réponses simples, moi, je vous préviens. Mais comme il se présente Spinner, c'était logique. Oui. Qui c'est qui l'a dit, Patrick, sur le voile dans le sport? Quand on est sur un terrain de foot, c'est pour jouer au foot. Ça, je devrais savoir. J'ai vu que la ministre avait dit une bêtise, mais... Ouais. Alors, il est du parti de la ministre. Et c'est un éminent député. Langauchat, allez-y, la voix. Okay. Non, il est du parti de la ministre. Parti de la ministre.
Macroniste. Non, pas Attal. Non, il a été président de groupe parlementaire il n'y a pas longtemps. Maillard? Bonne réponse, Sylvain Maillard. Franchement, Michael. Alors, Patrick, celle-là, C'est quand Cécile, quand elle est là, elle m'intimide, donc j'ose pas. Ouais. Et puis surtout, il n'y a pas les magouilles avec Bilger. Ouais, et puis surtout, il ne fait pas de magouilles avec Surtout Bilger. quand Cécile est là, vous pensez à autre chose. Patrick, alors là c'est très facile. Qui c'est qui l'a dit à Sandrine Rousseau? Vous n'êtes pas là pour me faire la morale, madame, et vous arrêtez de faire la morale à tout le monde. Ça, c'est le cinéma. Oui. L'agent des stars. Oui, Dominique. On va le mettre à Patrick. Non, il y a pas. Ils sont trop bons. Seulement si vous faites une imitation de Dominique Besniard. On peut pas. Bon, je mets les points à Bilger. Allez, vous êtes prêts, trop Patrick? bon. Il est trop bon. Qui c'est qui l'a dit? Nous ne devons pas nous interdire de revenir sur le texte concernant les ZFE. C'est une ministre et ça s'est passé sur Sud Radio. Nous ne devons pas revenir sur le texte. Nous ne devons pas nous interdire de revenir sur le texte concernant les ZFE. Elle était LR. Oui, mais bien sûr, c'est Rachida Dati. Non, elle était LR et maintenant elle est Macron. Elle est au gouvernement. Panoyan, non. Non, c'est pas. Elle est élue en Normandie. C'est Genevard. Non. En Normandie, non. En Normandie, dans l'Est. C'est pas Vautrin, non. C'est pas dans la Normandie. L'embaucha, c'était Véronique Louvagie, ministre déléguée au commerce et à l'artisanat, au PME et à l'économie sociale et solidaire ce matin sur Sud Radio. Elle était pas évidente. Ouais, elle est Patrick, trop connue. Qui c'est qui l'a dit? Mais je cite toujours les invités de Sud Radio. Qui c'est qui l'a dit? Sur les menaces de taxes sur les vins et spiritueux, on ne peut pas se laisser terrasser. Patrick. Le ministre du commerce extérieur? Non. Allez-y, c'est un autre ministre. Éminent. Lombard? Non. Barrault? Non. Non. Patrick? Le ministre de l'économie? Non. Pensez au Jurançon en parlant de vin. Au Jurançon, mais c'est où ça, le Jurançon? Dans le Jura? Non. Non, dans le Jura, c'est le vin jaune, cher ami. Mais le Jurançon, c'est le vin qui est à côté de Pau. Bayrou. Voilà. Bah oui. Philippe Bilger, le Jurançon, c'est à côté de Pau, évidemment. Qui c'est qui l'a dit? Toujours sur les menaces de taxes sur les vins et spiritueux, ça m'a beaucoup fait rire. Ouais. Le gouvernement soutiendra la filière. On se demande de quelle manière. Patrick. Et le ministre de l'Agriculture? Non. Vous l'en avez parlé tout à l'heure. Du coup, Lombard? Non. Non. Attal? Non. Vous avez parlé de son poste, le ministre du commerce extérieur. Oui, qui c'est? Attends, mais on sait même pas. Voilà, le désintérêt des citoyens. Laurent Saint-Martin. Laurent Saint-Martin. Il est encore là, lui. Oui. Il est resté. Une petite dernière. Qui c'est qui l'a dit? Nous avons une politique résolue de réduction des déficits. Nous faisons un effort vigoureux. J'espère qu'il sera entendu par l'ensemble des observateurs. Patrick. Là, c'est un humoriste. Alors là, c'est peut-être Lombard. Allez-y. Oui, c'est Lombard. Voilà, je l'ai dit. Il a dit à trop tard, il a dit à chaque réponse, mais pas maintenant. Eh bien, comme la fameuse séquence, c'est la mer Noire. Moi, c'était Éric Lombard. Verdict final. Philippe Bilger, revenu du Diable Vauvert, 9 points. Ah putain. Michael Sadoun, 6 points. Emmanuel Abramovitch, toujours généreux, il laisse ses points aux autres. Exactement. Et Patrick, c'était pas mal. Il y a beaucoup d'efforts. Mais il est bon, Patrick. Le Jurançon aurait dû vous mettre sur la marque. C'était le lièvre et la tortue entre Philippe Bilger et moi. Et Hidalgo, ne serait-ce que pour l'esprit comique, j'ai dû le trouver même sans le savoir. Merci beaucoup, Patrick de Livry-Gargan. On vous souhaite un excellent week-end. À 18h07, le répondeur. Ensuite, mon coup de gueule, où je vais dire que parfois, il y a des choses qu'on attend un peu trop longtemps. Allez, on se retrouve avec les vraies voix. C'est Jean-Marie Bordry. Sud Radio. Vous vous rendez compte? Vous êtes 1 million à nous suivre sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Continuez à rejoindre la vague du Parlons Vrai et surtout continuez à écouter Sud Radio. Parlons Vrai. Bonjour, c'est... Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Michael Sadoun, Emmanuel Abramovitch. Ce beau trio va bien? Ça va. Ah, il va très bien. Oui, ça marche. Oui. Cécile nous manque quand même. Elle manque. Alors, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas avec nous la première heure, cette chère Cécile a une extinction de voix, ce qui est un peu problématique en radio, et donc c'est pour ça que je la supplée tout seul et qu'elle nous manque énormément. On l'embrasse et on lui dit à lundi. Allez, à 18h35, notre coup de projecteur
Que pensez-vous du durcissement du Nutri-Score? Est-ce que c'est logique ou est-ce que ça va trop loin? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Mais tout de suite, le répondeur des vraies voix. Bonjour, je suis Anne, Mont-de-Marsan. J'ai récemment perdu ma maman et elle a été suivie à Mont-de-Marsan par des médecins étrangers et je voulais souligner la très grande humanité et la très grande compétence de ces personnes, notamment un docteur qui devait être indonésien. Et je ne comprends pas que ces docteurs ne soient pas reconnus au même titre que des médecins français, car ils sont très compétents. Ma maman a été mise en soins palliatifs, ils ont fait tout ce qu'il a fallu. Ils nous ont écoutés, ils nous ont parlé, ils nous ont tenus au courant jour après jour de l'évolution. Vraiment, vraiment, vraiment très grande humanité, très grande compétence. Voilà. Message très touchant d'Anne de Mont-de-Marsan. C'est vrai qu'on ne comprend pas pourquoi il y a des différences de rémunération. Oui, mais dans une France qui serait bien gérée, on devrait avoir autant de médecins français qu'on le souhaite. Mais ce que Diane est très vrai, j'ai pu l'éprouver moi-même dans un hôpital. J'ai été traité par des médecins étrangers qui étaient très remarquables, et notamment, comme elle l'indique, sur le plan de l'écoute et du dialogue. Est-ce que c'est une spécialité étrangère? En tout cas, ça m'avait frappé, mais aussi. Et Mickaël Sadoun? Moi, je suis très d'accord avec ce qui a été dit. Je félicite les médecins étrangers qui sauvent des personnes tous les jours et qui, évidemment, doivent avoir un grand courage, une grande compétence et une grande humanité. Ça ne nous empêche pas de réfléchir ici aux questions migratoires, là à la suppression totale du numerus clausus. Voilà, la suppression du numerus clausus. Donc voilà. Emmanuel Abramovitch. Tant qu'il y aura des déserts médicaux en France qui mettent en danger des vies, des blessés, je ne serai pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Et ça, c'est vrai qu'il faudra quand même revoir le problème de l'hypersélection en fac de médecine, qui est quand même drastique, où des enfants, des gamins qui sont hyper doués, c'est un nombre. Hein. S'il y en a 202 qui sont pris, que vous êtes le 203e, même à 18 de moyenne, vous n'êtes pas pris, c'est complètement aberrant. Allez, dans quelques instants, mon coup de gueule, et je vais pousser un coup de gueule sur des choses qu'on attend parfois un peu trop longtemps, à mon grand regret. Restez bien avec nous, mais tout de suite, on va vous faire gagner. C'est le moment de jouer sur Sud Radio pour gagner un pack Lexon avec des objets design et connectés, des bubble lamps, une lumière douce et apaisante pour créer une ambiance unique. Rechargeable et portable, elle vous suit partout. Des radios Tico, des anciennes Bluetooth Minoté compactes, puissantes et résistantes à l'eau. Parfaite pour écouter Sud Radio partout en toute liberté. Le MacBank, une batterie sans fil, externe compacte et magnétique, conçue pour allier performance et élégance. Allez, Philippe Bilger, un chiffre entre 1 et 10. 10. Le 10e appel au 0826 300 300 gagne un pack Lexon avec Lexon et Sud Radio. Vous avez 10 minutes pour appeler. Allez, c'est parti. Les bubble lamps, c'est les petites lumières, c'est ça, de toutes les couleurs qu'on peut mettre dans la chambre. Ah oui. Alors, je vous conseille de participer parce que c'est excellent. Ça fait une atmosphère très sexy dans la chambre. C'est maquillé. Mais il connaît bien, il le connaît par cœur. Bien sûr. Allez, c'est parti. Sud Radio. C'est André Berkoff qui est très heureux, comme tout le monde, de savoir que vous êtes 1 million à nous suivre sur YouTube. Et puis, venez nous écouter. Berkoff dans tous ses états, tous les jours, de midi à 14h, du lundi au jeudi. Et demain, vous serez 2 millions. Et nous serons encore plus heureux. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Mickaël Sadoun et Emmanuel Abramovitch. C'est l'heure du coup de gueule. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui s'appelle Conflans-Sainte-Honorine dans le département des Yvelines. Pourquoi Conflans-Sainte-Honorine? Parce que c'est aujourd'hui que le collège du Bois d'Aulne va être baptisé collège Samuel Paty, ce qu'évidemment j'applaudis des deux mains, mais qui me laisse en grande partie insatisfait. Insatisfait parce que je trouve que devoir attendre 1610 jours, 4 ans, 4 mois et 29 jours pour rebaptiser ce collège en hommage à son martyr me semble franchement très long. Très long car tout a été fait pour freiner le changement de nom, nonobstant une pétition ayant recueilli près de 100 000 signatures lancée 3 jours après l'assassinat de Samuel Paty, alors que 2 jours après l'assassinat, le département des Yvelines se déclarait favorable au changement de nom.
Mais la peur semble l'avoir malheureusement emporté sur l'honneur pendant trop longtemps, contrairement à d'autres établissements rebaptisés au nom de Samuel Paty, comme à Valenton, dans le Val-de-Marne, au Tillet, dans le Val d'Oise ou encore à Montpellier. Dans le même temps, alors qu'on honore aujourd'hui Samuel Paty, comment ne pas avoir une pensée pour Dominique Bernard, professeur lui aussi assassiné par un terroriste islamiste au lycée Gambetta Carnot d'Arras. Comment expliquer que 518 jours après son assassinat, son établissement scolaire n'ait pas été rebaptisé à son nom, Gambetta et Carnot, illustres personnages étant déjà honorés dans des centaines de villes en France. Près de 200 rues portent désormais le nom d'Arnaud Beltrame, alors multiplions les lieux qu'on nommera Samuel Paty ou Dominique Bernard. 2 sont morts d'avoir éduqué des Français et le 3e de les avoir protégés. Ils sont morts pour la France sans avoir leur nom sur un monument aux morts. Alors, à défaut, honorons-les partout où c'est possible. C'est beau, mais juste une question, Philippe. Vous ne comprenez pas la peur qui est éprouvée par certains ? Il faut en parler après. Non, la peur, la peur, c'est pas une excuse, ça veut dire qu'on capitule devant tout. Ah mais tu as raison, mais c'est quand même de la peur. Je ne veux pas entendre le mot peur. D'accord. Ah, il faut quand même la dénoncer parce qu'elle existe. Il faut la dénoncer, mais ce que tu dis est vrai. Mais la question mérite d'être posée, parce que c'est quand même la peur qui les a empêchés de nommer plus tôt ce lycée. Oui, bien sûr. Mais cette crainte n'existe que parce que les gens doutent de plus en plus de la force de l'État qui doit être derrière eux. Ça, c'est un événement si on était convaincu de la force et de la brutalité de ceux qui nous défendent, je pense qu'on aurait beaucoup moins peur de l'islamisme. Voilà. Tu as raison, mais quand on voit l'État s'effondrer, comme l'exemple que je donnais tout à l'heure à l'Assemblée nationale, les citoyens ont peur aussi. C'est pas qu'une question de représentation politique, c'est que en cas de menace, en cas d'agression, etc., la justice, je trouve, n'adopte pas pour le moment de réponse adaptée à une telle violence. Absolument. Voilà. Elle n'est pas assez rapide, elle n'est pas assez brutale, elle est, à mon avis, trop respectueuse de certaines procédures et de certains bons traitements de gens qui ne mériteraient pas de bons traitements. Et voilà, je le dis, je partage tout à fait cette vision. Je pense que la peur régalienne nous pousse certains citoyens à l'autocensure. Ce qui est terrible. C'est dramatique. Mais oui. Parce qu'à l'époque où tout le monde était plus ou moins Charlie, ça veut dire que si on s'auto-censure, c'est dramatique. Et si on remonte un peu avant, la France était le pays des Lumières. Mais moi, j'ai été dans les manifestations Charlie Hebdo, etc. En plus, j'étais dans la vingtaine. Donc, si vous voulez, moi qui n'étais pas politisé très jeune, c'était mes premiers émois politiques. Donc, vraiment, je me suis éveillé à la politique avec tout ça. Mais on a participé à ces manifestations, mais la réponse n'est pas adaptée. C'est pas en faisant des manifestations d'amour et en déposant des nounours et des marches qu'on lutte contre des types avec des kalachnikovs. On avait le droit de ne pas être Charlie pour d'excellentes raisons. Oui, mais pas dans le moment où on disait tous « je suis Charlie ». On pouvait mettre des réserves avant, peut-être dans longtemps on pourra en émettre d'autres, mais en tout cas dans un certain moment, moi en tout cas je m'obligeais absolument à dire je suis Charlie et à n'émettre aucune réserve sur ce qu'il produisait. Voilà. Allez, tout de suite, l'info en plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et le vice-président des USA a été copieusement hué en arrivant dans une prestigieuse salle de concert de Washington. J.D. Vance s'est rendu hier soir avec son épouse au Kennedy Center de Washington pour y assister à un concert de l'Orchestre Symphonique National. L'arrivée du cortège du vice-président a d'ailleurs causé un retard de quasi une demi-heure. Et lorsque sa tête est apparue au balcon du premier étage, scène rare dans un lieu de ce genre, un policé entre gens bien comme il faut. Quand le public d'un très chic concert de musique classique se la joue zadiste, vous avez ruiné cet endroit, lui ont lancé certains. Alors il faut dire que ce Kennedy Center a comme un contentieux avec la nouvelle administration. Donald Trump a fait limoger tout le conseil d'administration de ce lieu. Il trouvait la programmation, je cite, trop woke. On va arrêter ça, avait même écrit Trump en majuscule sur sa plateforme Truth en découvrant qu'un spectacle de drag queen avait eu lieu dans la salle. Il a même remplacé le président du conseil d'administration du coup par l'un de ses proches. Décision donc suite à laquelle des artistes, des comédies musicales, des compagnies ont annulé leur spectacle prévu au Kennedy Center pour protester contre ce qu'ils ont dénoncé comme étant une purge, une censure de la part de la nouvelle administration. Bon, c'est vrai que parfois ceux qui trouvent qu'on ne peut plus rien dire sont pas les derniers à vouloir un peu interdire ce qui leur plaît pas. Je sais pas si c'est très libertarien quand même d'interdire des concerts de drag queen ou certains mots même dans les administrations. Oui, il est interdit d'interdire. On le disait il y a quelque temps, peut-être que les oppositions les plus fortes
à l'encontre de Donald Trump vont venir de ces courants internes. Oui, moi je trouve que ça révèle bien, Félix a raison de dire qu'il y a une contradiction dans les termes entre conservateur et libéral. Moi je n'ai jamais cru au libéral-conservatisme. Personnellement je suis conservateur et je ne suis pas libéral. Je pense que la liberté de pensée, de création est au-delà des sentiments politiques et que par conséquent les uns ne devraient pas interférer avec les autres. Il n'est pas normal effectivement que dans certains théâtres, dans certaines radios, sur certains plateaux de télévision, on ait toujours des invités ou des présentateurs de la même obédience. C'est ce qu'a maladroitement commencé à vouloir faire changer le président Trump, je crois. Allez, dans quelques instants, merci à tous les trois. Merci Félix, Mathieu. Le tour de table des vraies voix. Philippe Bilger. J'y vais d'emblée ? Non, vous le teasez. Je tease. En français, c'est... You tease. Du rififi au sein de LFI. Oh, en plus, ça rime. Mickaël Sadoun. J'avais un sujet en tête, mais je vais prendre plutôt Éric Lombard qui veut taper dans l'épargne des Français. Ah, très bien. Et vous ? Bonne humeur et fair play sur le terrain. Demain, vive le rugby. Oh, magnifique, sur la radio du rugby. Allez, on se retrouve tout de suite avec nos vraies voix pour leur tour de table de l'actualité. C'est Benjamin Glaise. Sud Radio. Ça y est, nous y sommes. Vous êtes désormais 1 million d'abonnés à notre chaîne YouTube Sud Radio. Un grand merci pour votre confiance et continuons de parler vrai sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Mickaël Sadoun, Emmanuel Abramovitch. C'est l'heure, bien évidemment, du tour de table des vraies voix. Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. Mais non! C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Ah bon? Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Oui, mais comment dire sans tomber dans une forme de réalisme insupportable? Il a rien compris. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Le tour de table De l'actualité. Bravo à Maxime. Bravo. Et merci pour vos conseils, Philippe Bilger. Ah oui, avec ça, vous allez faire de je moi. vois que Maxime a une juste lucidité sur mes capacités. Allez, on va commencer avec vous. Votre tour de table, ça rime du rififi à LFI. Oui, alors à la suite du visuel absolument odieux au détriment de Cyril Hanouna, je ne parlerai pas de l'hypocrisie de Jean-Luc Mélenchon qui a prétendu ne l'avoir jamais vu, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir que ce comportement tellement nauséabond a suscité, paraît-il, au sein même de LFI, des protestations, du trouble, et qu'on a mis en cause la manière dont Bompard et Sophia Chikirou organisaient les promotions, mettaient en avant les visuels. Même un Émeric Caron s'est ému, alors que lui-même ne manque pas d'un certain toupet, parfois dans l'ignominie. Mais donc, j'ai trouvé positive cette révolte au sein de LFI. Ça me confirme dans le fait que je n'ai pas totalement tort lorsque je n'agonie pas d'injure l'ensemble de LFI, qui a des êtres et des députés qu'on peut sauver, et tant mieux. Emmanuel Abramovitch, vous qui êtes porte-parole du BNVCA. Un parti membre de la coalition NFP a-t-il quitté la coalition? Je ne crois pas. Un votant, un membre, pas un parti, un membre, Hollande, d'autres, s'est-il élevé publiquement et a-t-il quitté cette coalition? Non. Alors pardonnez-moi, mais entre cette inaction et le silence de la ministre de la Culture, des autorités concernées qui auraient pu s'élever et intenter des actions, je reste quand même très effrayé par ce que l'on a vu cette semaine. Mickaël Sadoun. Oui, Philippe, alors là, je serais moins nuancé que toi sur LFI. Il ne s'agit pas de dire que toutes les personnes qui composent ce parti sont virulemment antisémites et veulent la mort de tous les juifs de France. Il ne s'agit pas de dire ça. Simplement, ils sont pris la main dans le sac parce qu'ils participent à une idéologie qui nécessairement débouche sur ce genre de visuel et de vision du monde. Ils ont évidemment, Emmanuel le rappelait, une solidarité de fait
dans des partis, dans des alliances électorales, avec des personnes qui, pour le coup, sont antisémites de manière assez explicite, alors qu'ils ont passé 30 ans ou 40 ans à faire la leçon au Rassemblement national en disant toute personne qui est du Front National est un antisémite puisqu'il participe au même parti que Jean-Marie Le Pen, qui lui-même a tenu il y a 40 ans des propos pour le moins ambigus, voire insultants, sur les chambres à gaz, etc. Donc je trouve que là il y a un 2 poids 2 mesures qui est insupportable et une non-exigence morale qui s'applique pas du tout. Et la dernière chose, je trouve, c'est quand même cocasse que la France insoumise vienne nous expliquer qu'ils se sont pas rendus compte de l'iconographie antisémite, sachant le pataquès qu'ils nous ont fait pour le blackface de Griezmann, en nous disant que ça faisait référence au théâtre américain des années 30 qui n'utilisait pas les acteurs noirs et dans lesquels des acteurs blancs se grimaient en noir. Enfin, des trucs que personne ne connaissait. Par contre, l'iconographie juive des années 30, ça, ils connaissent pas. Donc je trouve que dans la France insoumise, il y a évidemment une lâcheté intellectuelle et morale. Vous n'êtes même pas tenté, fût-ce par pure gentillesse politique, d'extraire quelques députés de cette ignominie. Mais je ne leur fais pas ce cadeau, puisque de fait, je te répète qu'ils ont passé des années à dire vous êtes dans le même parti que Jean-Marie Le Pen, c'est que vous pensez comme lui, et donc évident. Vous êtes antisémite, et donc vous êtes un nazi, et donc machin. Alors eux, il se trouve que dans leur parti, il y a quand même de plus en plus de députés qui, de manière explicite, disent des trucs très tendancieux sur Israël, sur les Juifs, etc. Est-ce que ça les dérange ? Pas tellement que ça. Alors, quand ils sont pris vraiment la main dans le sac, en train d'avoir des références aux années 30, ça les gêne un petit peu, mais j'ai envie de dire, c'est le strict minimum. L'allusion au nazisme est évidente par la photo que nous avons commentée, mais la marche de nuit est tout à fait éclairante aussi, parce qu'elle m'a rappelé la marche au flambeau de 1933 à Berlin. Et donc, ça fait quand même 2 allusions claires au nazisme cette semaine pour LFI. Vous trouvez, on n'a plus le temps. Emmanuel, le deuxième... Le deuxième, il manque que les flambeaux. Le deuxième... je ferai pas cette... Bon, bref. Le deuxième tour de table, c'est vous, Mickaël Sanoun. Vous voulez parler d'Éric Lombard et de notre épargne. Oui, je vais essayer de faire court, mais simplement, Éric Lombard a déclaré récemment qu'il pourrait en gros taper dans l'épargne des Français pour financer l'effort de guerre, la défense européenne, ce qu'on voudra. Déjà, c'est-à-dire aller pomper dans les livrets A, les assurances-vie, etc. Exactement. Alors déjà, je trouve ça incroyable. Il y a eu un retournement parce qu'il y a 2 ans, les gens qui disaient le gouvernement va taper dans l'épargne des Français, on les traitait de complotistes, on disait mais ça va pas, ça n'arrivera jamais, la propriété privée, etc. Et c'est remis de plus en plus en cause. La deuxième chose, c'est que je trouve qu'il y a une inefficacité économique de ce genre de mesures. À l'époque où on se rend compte quand même, je vous ai dit que j'étais pas un libéral échevelé, mais on sent quand même que les pays qui appliquent des mesures libérales, type l'Argentine, on n'est pas dans la même situation économique qu'eux, mais on pourrait le devenir, il y a quand même une efficacité économique du libéralisme. Je fais pas la révérence intellectuelle au libéralisme, c'est pas ma vision du monde, mais en tout cas économiquement c'est un truc efficace. Donc à cette époque où on se rend compte de ça, je trouve ça délirant, en plus dans le contexte de surendettement, d'avoir un ministre de l'économie qui a ce genre de déclaration. Surtout qu'à plusieurs reprises, Mickaël, même il y a quelques mois, on avait évoqué la menace et on avait dit jamais de la vie. Bien sûr. Une ministre avait dit on le fera peut-être. Bien sûr. À trop contraindre l'économie, on brime aussi l'esprit d'entreprise. Et nous avons un esprit d'entreprise en France qui ne demande qu'à pouvoir s'épanouir. Pomper dans l'épargne des Français, c'est-à-dire aller se servir dans la poche, dans les économies qu'ils ont accumulées pour leur retraite ou pour leurs enfants ou petits-enfants, c'est affreux. C'est une remise en cause de la propriété privée, moi je trouve. Pour en être là. Il en est à 51 ans de déficit budgétaire consécutif, ceci explique cela aussi. Et bientôt 60 milliards de dettes en termes d'intérêt, ce qui représente plus qu'un budget de ministère. C'est plus que la défense, c'est 50 milliards. Votre tour beaucoup plus léger, Emmanuel Abramovitch, et puis comme Sud Radio est la station du rugby, on va dire que ça s'impose en cette veille de France-Écosse. Et puis l'Ashkénaze à 75% avait besoin de se reposer. Donc aujourd'hui, on va respirer. À 75% seulement, donc il y a une bonne partie quand même. Oui, je suis gravement atteint, mais je ne me soigne pas. Il n'y a pas de médicaments contre ça. Et même s'il y en avait, je ne les prendrais pas. Moi, aujourd'hui, je souhaite vous parler du rugby, du fair play des rugbyman que j'aime beaucoup. C'est vrai que de temps en temps, on s'attrape par le maillot, mais ils sont solides. On ne fait pas des numéros d'acteurs pour faire croire à l'arbitre qu'on s'est
s'est fait taper dessus et obtenir un penalty. Et ça, c'est sur le terrain. Et il y a aussi un esprit d'équipe parce que le rugby ne fonctionne que par le collectif. Et ça a des teints sur le public que je trouve respectueux. On n'entend pas de nom d'oiseau. Il n'y a jamais de bagarre. C'est clair. En sortie de match. Et je suis très admiratif et j'adore la France du rugby. Alors, le fair play, dans certains matchs internationaux, lorsqu'on bousille le genou de notre idole Antoine Dupont... Ça n'a pas été fait exprès, vous avez vu les images comme moi. Absolument, bien sûr, on peut. J'ai quelques doutes, mais c'est que mon point de vue. Non, Philippe, vous faites de la provocation. Non. Mais sinon, vous avez totalement raison, la différence entre le foot et le rugby est éclatante. Presque comme s'il y avait deux France. Et vous, Mickaël Sadoun, vous qui êtes un béotien, on va dire, en sport. Ah bah, plus qu'un béotien, mais justement, c'est un regard intéressant parce que je ne connais absolument pas ce sport. Alors, mais le je rugby, c'est un ballon ovale et il y a des poteaux. Oui, je vois à peu près. Des pénalités, des drops. Je vois à peu près le truc. Mais ne connaissant pas ce sport, les gens que je rencontre qui le pratiquent, je trouve en général qu'ils ont de bonnes valeurs, que ce sont des gens bien construits, ce sont des gens élégants, qui se tiennent bien. C'est la fameuse phrase, c'est un sport de brut pratiqué par des gentlemen, non, c'est ça? Oui, c'est les Anglais qui disent le football est un sport de voyous joué par des gentlemen joué par des voyous, et le rugby est un sport de voyous joué par des gentlemen. Ben voilà, je suis assez d'accord. Exactement, je le dirai pas en anglais, sinon Philippe Bilger va se moquer de mon accent. Allez, tout de suite, on va... Il oserait pas. Nous avons une gagnante, direction une ville qui est classée quand même au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ah oui. Bonsoir Christine, puisque vous nous appelez d'Albi. Alors ça ne s'invente pas, c'est là que se trouve la cathédrale Sainte-Cécile. On embrasse Cécile de Ménibus, bien évidemment. Bien sûr. Bonsoir Christine. Bonsoir Philippe David, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, vous pouvez remercier Philippe Bilger qui a dit le 10e appel. Vous avez été le 10e appel et voulez-vous savoir ce que vous avez gagné? Oh oui, d'abord, merci Philippe Bilger. Et puis oui, j'ai hâte de savoir. Je savais que ce serait vous. Hein. Ça ne s'invente pas. Allez, on écoute tout de suite. Ah bah oui, je croyais qu'il y avait un jingle. Alors, vous avez gagné une... Je fais pas des jingles pour les cadeaux. Vous avez gagné une MacBank, une batterie sans fil externe compacte et magnétique conçue pour allier performance et élégance, et une enceinte Tamo qui vous permet d'écouter tout, en particulier Sud Radio, absolument partout, dans votre jardin, dans votre salle de bain, dans votre cuisine, votre salon, votre chambre. Vous pouvez l'amener partout. Absolument, où vous voulez. Et c'est un cadeau offert par Lexon et Sud Radio. Quelle chance, vous allez pouvoir avoir la voix de Philippe David partout dans votre maison. Alors là, je vous envie. Hein. Bon, elle va le rendre. Un grand merci et je vais continuer à écouter Sud Radio. Vous êtes super, continuez comme ça. Merci, vous écoutez depuis longtemps? Ouf, oui, depuis au moins 20 ans. Ah, magnifique. Et vous écoutez les vraies voix tous les soirs? Alors, j'écoute souvent le matin et effectivement le soir quand je suis pas au sport. Ah, bah écoutez, c'est magnifique. Bah là, vous pourrez amener votre enceinte au sport tranquillement. Vous la mettez pas trop fort quand vous êtes sur le rameur ou un truc comme ça, et comme ça, vous aurez Sud Radio en direct. Tout à fait, merci. Merci encore. Christine d'Albi, on vous embrasse. On embrasse les Albigeois également. C'est une ville absolument magnifique où coule le Tarn et où la cathédrale est sensationnelle, avec en plus un magnifique musée, le musée Toulouse-Lautrec. Puisqu'on dirait Toulouse-Lautrec. Et la cathédrale est une merveille. Absolument, et je l'ai citée en premier, elle s'appelle d'ailleurs Sainte-Cécile. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Le gouvernement valide le nouveau Nutri-Score, malgré les critiques sur son impact sur les produits du terroir. Alors parlons vrai, est-ce que vous faites attention au Nutri-Score lorsque vous faites vos emplettes? Et à la question du jour, que pensez-vous du durcissement du Nutri-Score? Vous dites à 64% que ça va trop loin, à 36% que c'est logique. Avec nous, Béatrice de Rênal, nutritionniste et fondatrice de Nutri-Marketing. Bonsoir. Bonsoir. Question cash, réponse cash. Est-ce que les consommateurs vont comprendre le nouveau Nutri-Score? Oui, il n'y a aucun problème avec ça. Le nouveau Nutri-Score, en fait, il a été mis au point il y a plus d'1 an et il est utilisé dans tous les autres pays européens qui sont abonnés au Nutri-Score. Donc, en fait, c'est archi simple, c'est exactement comme d'habitude. Le truc, c'est qu'il y a des notes qui ont un petit peu changé de façon à être moins favorable au sucre que avant. Par exemple... écoutez, on va en parler tout de suite dans le débat. On se retrouve après une courte page de pub.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous êtes vraiment une radio exceptionnelle et merci à vous de donner la parole aux auditeurs puisqu'on en a vraiment besoin. Sud Radio, parlons vrai. Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Mickaël Sadoun, Emmanuel Abramovitch et c'est l'heure du coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Alors, nous on l'a fait venir parce que bon, c'est vrai que d'un point de vue chevalerie, fait d'armes, stratégie militaire, tout ça, c'est pas une flèche. Hein. Pas exactement, non. Ah bon? Par contre, pour tout ce qui touche à la bouffe, un cadeau. On a envie de faire quelques dégustations, mais c'est pour après l'émission. Ça c'est très très bon. J'aime quand c'est cru, quand c'est cuit, ça c'est bon. Ça c'est du piment d'Espelette, j'adore. J'aime quand c'est brûlé, quand c'est congelé, quand c'est périmé. En fait, j'ai tout le temps fait. Des producteurs, des consommateurs, des bouchers, des boulangers, il y a absolument de tout et c'est absolument délicieux. Ah non, mais là, je dois reconnaître un prince de la fourchette. Enfin, sauf qu'il me faut avec les doigts. Hein. J'ai donc décidé de commencer par me sustenter ce soir, en commençant par des charcuteries du Cagir, continuer par une fondue pyrénéenne et conclure par un gâteau à la broche arrosé d'Irouléguy et même plus si affinité. C'est la cuisine que j'aime. Allez. Rendez-vous sur mangerbouger.fr. Faut faire attention à tout ce qu'on dit au micro de Sud Radio avec notre réalisateur Maxime, qu'on applaudit. C'est un très bel hommage à Philippe David. Le passage aux Pyrénéennes, c'était avec nos amis des organisateurs du salon Les Pyrénéennes, le salon de l'agriculture de la France, du sud de la France, de l'Espagne et d'Andorre. Allez, le coup de projecteur, bravo Maxime et merci. Le gouvernement valide le nouveau Nutri-Score censé mieux prendre en compte le teneur en sel et en sucre des aliments transformés. La ministre de l'Agriculture l'avait pourtant accusé de pénaliser les produits du terroir comme fromage ou charcuterie. Alors parlons vrai, est-ce que ce changement est compréhensible? Et à cette question, que pensez-vous du durcissement du Nutri-Score? Vous dites à 64% que ça va trop loin et à 36% que c'est logique. On en parle tout de suite avec Béatrice de Rênal, nutritionniste et fondatrice de Nutri Marketing. On fait déjà un tour de table des vraies voix avec un vrai gourmet, Philippe Bilger. Oui, mais... Mon tour de table sera rapide puisque déjà je viens d'apprendre ce qu'était le Nutri-Score. Bah c'est les A, B, C, D, E, vous savez. Et donc... et que c'est pas vous qui faites les courses. Oui, notamment, et que... Est-ce que ça ne devient pas un petit peu lassant de voir en permanence des interdictions ou des diminutions à tel point que les produits, comme vous l'avez appelé, du terroir, éprouvent des difficultés, mais je pense que c'est un problème de santé avec le sucre et le sel. Et j'attends avec impatience ce que mes amis qui sont très au fait du Nutri-Score vont dire. Mickaël Sadoun. Non, la première chose, c'est que je constate que beaucoup de nutritionnistes considèrent que ce Nutri-Score est une foutaise. Parce qu'il est fait d'une mauvaise manière, c'est-à-dire que on voit l'impact en termes de calories, de protéines, de telle et telle substance par 100 grammes. Or, tous les produits qu'on consomme ne sont pas dans la même proportion, donc c'est ridicule d'évaluer par 100 grammes. Si on en mange 50 grammes, faut diviser par 2. Exactement, donc c'est ridicule. Et si on en mange 200, d'évaluer seulement par rapport à 100 grammes, exactement, et de rapporter ça à la même quantité, ça n'a pas de sens. La deuxième chose, c'est que ce Nutri-Score, il est facultatif. Donc, les entreprises n'ont pas besoin de le mettre. Ceux qui ont un Nutri-Score A le mettent et c'est un argument commercial. Et ceux qui ont un Nutri-Score moins bon ne le mettent pas. Donc ça n'a pas une grande utilité à part de fournir un argument commercial. Par contre, je voyais Céline Imar, je termine sur ça, oui, qui était pour... Députée européenne... voilà, qui était pour changer le Nutri-Score dans un autre sens, qui est plutôt le sens, je crois, de nos voisins italiens, et qui est de mesurer par rapport à l'apport journalier qu'on doit avoir en termes de sucre, etc., et de montrer si le produit nous apporte les bonnes choses pour la santé. Voilà, les meilleures choses de manière journalière. Voilà. Emmanuel Abramovitch. Pour une fois qu'il y a une tentative de législation au niveau national qui protège les Français, j'ai envie de dire je suis pour. Maintenant, effectivement, dans le détail, ça va être très compliqué. Une norme comme celle-ci ne peut être décidée qu'avec les partenaires et imposée par tous. Nous avons quand même besoin de savoir précisément ce que nous mangeons. Eh bien, on va le savoir avec Béatrice de Rênal, nutritionniste et fondatrice de Nutri Marketing. Comment ça marche le Nutri-Score? Parce qu'il y a le Nutri-Score. Est-ce qu'on fait les Nutri-Scores de la même manière en Italie, en Allemagne, en France et en Espagne? Alors, je vois que vous êtes relativement mal informé. Vous êtes là pour nous informer, d'ailleurs. Monsieur Gourmand, oui, justement. Alors, en fait, le Nutri-Score, figurez-vous que c'est le fruit du travail de scientifiques français
ceux-là même qui ont inventé aussi le PNNS, mis au point le PNNS. Et c'est quoi le PNNS? Le Programme National Nutrition Santé, vous savez, manger des légumes par jour, etc. Alors pourquoi ils ont fait ça? C'est pas pour vous embêter, c'est parce qu'en fait les Français, comme les Européens, il y a un fort impact de la mauvaise alimentation sur leur santé, et tout ça, il y a un coût notamment sociétal et social, humain. D'abord, et puis après évidemment des coûts médicaux, etc. Mais c'est d'abord un coût humain qui est énorme. Et donc le Nutri-Score a été mis au point parce qu'en fait ces chercheurs en épidémiologie se sont rendus compte que les gens qui étaient défavorisés, c'est-à-dire qui ne prenaient pas le temps de lire les étiquettes ou qui faisaient leurs courses assez vite et toujours en supermarché, donc avec des produits emballés. Eh bien, ils achetaient à l'image, quoi. Donc là, tiens, la photo est chouette, le prix est pas trop élevé, donc j'achète. Alors que vous, bien sûr, sans doute, vous allez chez dans des magasins détaillants où il n'y a pas de Nutri-Score, mais il y a sans doute aussi des produits de qualité, comme peut-être des produits de moins bonne qualité. Mais le Nutri-Score ne s'adresse pas forcément aux gens qui ont des moyens intellectuels, notamment de s'informer. Et justement, il a porté ses fruits, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, c'est pas moi, hein, c'est le Nutri-Score s'est rendu compte que quand on met dans des magasins les Nutri-Score, les gens achètent mieux, font des meilleurs achats. Et donc, de ce fait, mangent mieux. Donc, il y a un impact du Nutri-Score sur les personnes les moins favorisées de cette planète qui est très important. Alors, le Nutri-Score, il a été après adopté dans divers pays. Donc, il n'y a pas 50 Nutri-Score, il n'y en a qu'un. Et la problématique du Nutri-Score était la suivante. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y en a qu'un seul, c'est le même. Et le Nutri-Score, en fait, la feuille de route, c'était de dire, il faut qu'on puisse scorer les aliments avec ce qu'il y a sur l'étiquette, parce qu'on n'a pas de quoi faire des analyses. Donc, il faut les informations qui sont déjà sur l'étiquette et déjà obligatoires, c'est-à-dire la liste des ingrédients et d'autre part le tableau nutritionnel. Mais alors, on a eu le président du syndicat des producteurs de pruneaux, là c'est à Agen évidemment, qui nous disait que maintenant avec le Nutri-Score, comme il y avait pas mal de sucre dans le pruneau, je crois qu'on passait à quelque chose de comme A à D. Et est-ce que c'est cohérent ? Parce que c'est du sucre naturel. Pas A à D, parce que c'est un... Ou assez, peu importe, mais il y a quand même un déclassement, quoi. Alors, en fait, si je peux continuer... Bien sûr. En fait, si vous voulez, l'algorithme, il prend donc des informations qui sont sur l'emballage. Et à la limite, il prend des informations que vous avez déjà. D'accord? Sauf que pour monsieur et madame tout le monde, c'est compliqué de savoir est-ce que ça, c'est trop de sucre, est-ce que ça, c'est trop de sel, trop de gras. Donc, ce petit logo, en fait, il vous dit juste d'un coup d'œil, dans un rayon donné, les aliments qui semblent les mieux formulés, des aliments qui sont moins favorables à la santé. Mais vous n'êtes pas obligé de le suivre. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait acheter du rouge et puis vous dire, j'ai acheté la pire pizza du rayon, mais comme je sais qu'elle est très salée, très grasse, je vais peut-être manger de la salade et pas voilà, ça vous donne une information. Mais après, c'est à vous de choisir, c'est vous qui faites les choix. Alors, le Nutri-Score, maintenant, il y a eu un nouvel algorithme, parce qu'en fait, on s'est rendu compte, effectivement, que par exemple, Chocapic, pour ne pas le nommer, eh bien, il avait revu sa formule, etc. Il avait baissé le sucre, mis plus de céréales complètes, etc. Mais finalement, ça faisait quand même un aliment avec un quart de son poids en sucre. Et il avait une bonne note. Alors du coup, le nouveau Nutri-Score lui donne une note qui n'est pas si bonne que ça, même si elle est meilleure que les produits de son rayon. Donc, et à contrario, ce nouveau Nutri-Score, eh bien, il donne plus de faveur, notamment aux poissons bleus, c'est-à-dire les poissons dits gras, en disant c'est du gras certes, mais c'est du bon gras, donc on a relevé la note des poissons gras. Donc si vous voulez, c'est pas que renforcer. Et encore une fois, c'est un logo qui est français, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Hein, vous êtes libre de le suivre ou pas suivre. Vous êtes libre de prendre des produits qui n'ont pas le score. Oui, mais c'est marketing quand même. Vous reconnaissez que quelqu'un qui voit un A en vert sur une boîte de gâteaux au chocolat, il va l'acheter parce qu'il pense que c'est sain pour la santé. Et ce que vous dites ne contredit en rien ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire le fait qu'il y a une méthode d'évaluation du Nutri-Score qui n'est pas extrêmement rigoureuse et de toute façon pas selon la même méthode que nos voisins. Et quand j'entends parler par des experts également. On n'a plus le temps. Béatrice de Rênal, un mot en 15 secondes. Pour conclure. Un mot en 15 secondes. Le Nutri-Score est une action de santé publique qui porte ses fruits, qui est indispensable à la santé. Et vous ne pouvez pas prétendre qu'il y a des experts qui sont contre. Il y a des gens
Oui, mais c'est des gens qui Le travaillent pour prétendent. l'industrie. Justement, l'ennemi public numéro vous 1 de savez. Nutri-Score, c'est les lobbies. Ce que vous soutenez. Pas du tout, parce que les Merci. grandes Non, on a entreprises plus sont le temps. favorables au Nutri-Score, c'est les Merci. seules qui peuvent s'adapter au changement. Merci beaucoup Béatrice de Rênal, nutritionniste et fondatrice de Nutri Marketing. Allez, on va parler rugby désormais. Bonsoir Alexandre Priam. Bonsoir les vraies voix. Pas de Pro D2, mais on se prépare déjà pour affronter les Écossais demain soir au Stade de France. Ah oui, on est plutôt prêt, effectivement, c'est le cas de le dire. Philippe Spanghero est en train de s'installer, évidemment, pour bien cette soirée exceptionnelle. On va prendre 1 heure là pour parler de l'équipe de France. On sera notamment avec Fabien Pelouse dans quelques instants. On évoquera évidemment ce match demain face à l'Écosse. C'est une véritable finale pour le 15 de France. Une victoire dans le tournoi Destination ne dépend que de nous, que d'une victoire. Eh bien écoutez, ce sera bien évidemment dès ce soir sur Sud Radio et demain en direct, bien avant le coup d'envoi, mais ce sera à 9h dès que les 20h jusqu'à petits, minuit. absolument, vont essayer de remporter le tournoi Destination. Merci à vous trois, merci Philippe Bilger, merci Mickaël Sadoun, merci Emmanuel Abramovic. Tout de suite, les incontournables de la gestion de copropriété avec Thomas Binet. Bien dans